Et si c'était eux? Devant le risque de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir, tous les partis de gauche ont réussi à trouver un accord pour ne présenter qu'un seul candidat de la gauche dans chaque circonscription. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Mathieu Gabrol. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Bon, ça bouge tous les jours, alors on va faire comme si d'ici la fin de la semaine, ça ne bougeait pas trop. C'est quand même incroyable cette situation. Toute cette belle brochette d'élus qui se détestent en vrai, qui certains ne se saluent pas quand ils se croisent, et qui, là, étrangement, ont réussi à trouver un accord. Est-ce que finalement, ils seraient d'accord sur les sujets qui comptent vraiment pour eux? Alors, il va fort quand tu dis qu'ils se détestent, parce que quand même, ce sont mine de rien des partis qui sont localement, en tout cas, habitués à travailler ensemble. Je pense par exemple à l'attelage PS, PCF, EELV, les Verts, donc ils travaillent quand même souvent ensemble dans des localités, dans des mairies ou des agglomérations. Le nouveau Front populaire, c'est quand même le fruit à la fois d'un nouveau rapport de force. Tu as vu qu'au sortir des élections européennes, on a un parti socialiste qui est en tête de la gauche, en fait, avec à peu près 14%, LFI en hausse à 10%, les Verts qui sont en chute libre quand même par rapport au précédent scrutin. Et donc, si tu veux, la question centrale là-dedans, en fait, ça sera de clairement sauver le plus de députés de gauche possible, voire d'en avoir un peu plus. Et c'est parce que c'est aussi lié, en fait, et c'est au scrutin qui est différent. Le scrutin des législatives, c'est deux tours à la majorité. On n'est plus du tout dans le contexte des élections européennes où il n'y a qu'un seul tour. Et donc, en fait, face à ça, les partis de gauche sont très, très minoritaires par rapport au poids que pourrait avoir l'extrême droite et le camp de la majorité présidentielle. Voilà pourquoi l'union, en fait, elle est quasiment nécessaire pour faire encore exister un ensemble de députés de gauche de différents partis, quatre principalement, dont le PC, le PS, LFI et les Verts, et éviter, en fait, je pense que ce qui est vraiment une peur réelle chez les dirigeants des partis de gauche, c'est de voir les groupes disparaître de l'Assemblée nationale, comme en Italie, par exemple, où on a un parti démocrate qui représente plus un centre-gauche, centre qu'une réelle position à gauche. Donc il y a vraiment cette volonté quand même d'exister, de survivre, j'ai envie de dire. Oui, Et d'ailleurs, sauver les postes, c'est pas valable que pour la gauche. On ne non, peut pas comprendre l'alliance des Républicains, enfin de Ciotti, président des Républicains, avec le Front National en dehors de cette compréhension de sauver des postes. Si on voit ce parti des Républicains qui s'effondre après année, euh, qui de fait, sauf dans quelques circonscriptions, serait incapable d'être au deuxième tour. Ça veut dire pour eux passer de, je ne sais pas combien de députés ils ont aujourd'hui, 70, 80, à 4 députés. C'est couler la boîte. Et donc, si on oublie que ce scrutin particulier pousse au fait qu'il faut être dans les deux premiers pour pouvoir avoir des élus, ben on va, voilà, les on alliances pousse à que l'on peut l'union, voir. exactement. Les alliances que l'on peut voir à droite et à gauche, elles sont faites pour pouvoir persister, exister. Et je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, mais aussi financer les partis. C'est le deuxième nerf de la guerre finalement, c'est la question du financement. Alors, avoir un candidat de gauche dans chaque circonscription, c'est pouvoir finalement, quand on est un parti qui représente une circonscription, c'est du coup s'attirer toutes les voix des autres partis de gauche qui auraient pu être finalement éclatées entre les différentes composantes, différentes candidatures concurrentes. Vous voyez que par exemple sur la répartition des circonscriptions, on aura, par rapport à ce qui avait été la NUPES en 2022, on aura une centaine de candidatures de plus pour le Parti socialiste. Donc c'est-à-dire beaucoup plus déjà de chances d'avoir de députés, mais aussi de financement. Financement qui est assez crucial, par exemple, pour le Parti communiste, qui n'aura que 50 candidatures. C'est le seuil, en fait, minimal
pour obtenir un financement si dans ces 50 on fait plus de 1% des suffrages. Je dis, pour continuer sur la question du Parti communiste, euh, question vraiment existentielle pour le parti de survie, parce que aux européennes, ils avaient présenté une liste qui a fait moins de 3%, donc ils n'ont pas été remboursés. Et ils n'ont pas obtenu de siège de député. Donc il y a vraiment des questions de financement de parti et de financement de- d'obtention de postes de députés et de groupes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on en parle à la télé, en tout cas, on va en parler ici, pour que les choses soient claires pour nos auditeurs. En France, les partis politiques sont financés par leurs adhérents et par l'État. Et l'État, il finance les partis qui, pour lui, ont des résultats aux élections. Et les élections qui comptent, c'est les élections législatives, donc celles qui arrivent là. Et on finance les partis qui font au moins 1% dans 50 circonscriptions différentes. C'est pour ça que Mathieu parlait des 50 circonscriptions qui étaient données aux communistes. Donc, il faut, dans 50 circonscriptions, au moins, faire au moins 1%. Et à partir de là, chaque bulletin compte, même celui qui est dans les autres circonscriptions où on n'a pas atteint les 1%. C'est pour ça que pas mal de partis ont accepté rapidement de rentrer dans cette alliance pour pouvoir participer et recevoir ce financement. Et donc, tous les partis qui ont décidé pour X ou Y raison de ne pas participer à ces élections voient leur possibilité d'être soutenus par l'État pendant les 3 prochaines années s'évanouir. Ils ne seront pas soutenus financièrement et devront se reposer uniquement sur leurs adhérents. Alors, il serait faux, je pense, de présenter cette union de la gauche comme l'union de tous les partis de gauche. Justement, cette union de la gauche, elle diffère de la NUPES. Par exemple, une grande partie des socialistes n'était pas favorable à la NUPES en 2022. Je pense par exemple à Carole Delga, François Hollande, des figures qui maintenant sont, euh, sont des soutiens en fait du nouveau Front populaire. Et aussi le NPA, nouveau parti anticapitaliste, de Philippe Poutou, qui n'était pas membre de la NUPES, qui avait discuté mais qui n'était pas entré dans la dynamique, et qui maintenant est un soutien. Il reste quand même tout de même des partis de gauche qui ne sont pas membres euh, de ce nouveau Front populaire. Il y aura tout ce qui est parti radical de gauche qui reste encore pas favorable à ce genre d'union, et Lutte ouvrière, parti à l'extrême gauche, donc trotskiste, et qui va même capitaliser, en fait, j'ai envie de dire, sur le fait que eux n'entrent pas dans ce jeu-là de dynamique finalement d'une gauche de gouvernement, avec toutes les trahisons qu'elle pourrait comporter. Maintenant, il faudrait parler un peu de ce programme. Vous comprenez que le principal enjeu, en fait, c'est de savoir quel sera le centre de gravité de cette coalition, de cet attelage très hétéroclite, qui va de Philippe Poutou, NPA, nouveau parti anticapitaliste, plutôt à l'extrême gauche, à François Hollande, voire même Aurélien Rousseau, qui est l'ancien ministre de la Santé sous Emmanuel Macron, qui sera candidat socialiste aux législatives. Donc, se questionner sur ce centre de gravité, et je pense qu'une des questions qu'on peut se poser tout en ayant une certaine idée de la réponse, c'est de se dire que ceux qui vont avaler des couleuvres, ce ne sera pas forcément en fait François Hollande, Aurélien Rousseau, Carole Delga, c'est-à-dire toute la gauche de gouvernement, socialiste, radical socialiste. On peut supposer que ceux qui vont devoir mettre beaucoup d'eau dans leur vin, ce sera plutôt la gauche radicale, ou donc de LFI, du PCF, de certains écologistes et du NPA. Hmm. Si on revient au Front populaire, le Front populaire, c'est aussi celui de Léon Blum. J'ai écouté justement ce week-end, je me suis dit, attends, Léon Blum, je ne connais pas assez, il faut que j'aille écouter un petit peu sa vie. Et j'étais surpris d'entendre que cet homme, donc radical socialiste, enfin républicain socialiste à l'époque, était capable en même temps, avec les valeurs qu'il portait, de montrer son admiration pour l'écrivain nationaliste conservateur Maurice Barrès.
ce qui pourrait en choquer plusieurs, ceux qui savent qui est et qui était Maurice Barrès. En tout cas, il était nationaliste et très conservateur. Mais Léon Et Blum antisémite. et antisémite. Mais Léon Blum était capable de faire la différence dans les différentes parties et apprécier ce qu'il appréciait chez cet homme et dénoncer et repousser les idées auxquelles il n'adhérait pas. Est-ce que c'est pas un peu ce qui manque à plusieurs dans les rangs de ce nouveau Front populaire, cette capacité à ne pas être manichéen, à ne pas regarder ses adversaires comme s'ils étaient le diable incarné? Moi, j'ai reçu plusieurs messages suite à l'entretien qu'on a fait avec Christelle sur le Rassemblement national, des gens qui me disaient, mais franchement, moi, c'est la LFI qui me fait peur. Alors, je pense que Léon Blum, donc, qui était à la SFIO, l'ancien Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, donc déjà, il a été victime de l'antisémitisme de l'époque, qui venait beaucoup de l'extrême droite. Bon, tu as pu citer Barès. Bon, il était écrivain, c'était pas un dirigeant politique comme d'autres. Non, même s'il a été député. Oui, mais on va dire qu'il n'a pas encore connu toutes les années 30. Je crois qu'il est mort en 1923. Léon Blum, on va dire, l'admiration qu'il pouvait avoir pour ce personnage, elle était quand même purement littéraire. Léon Blum avait été écrivain, critique littéraire, donc c'était un homme de D'ailleurs, il lettres. se destinait à être écrivain, Léo Blum. Voilà. Et il avait une admiration qui n'était bon, que littéraire pour ce personnage et qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Par exemple, on va pas interdire de lire Céline, par exemple, Louis-Ferdinand Céline, dans les classes de littérature seulement parce que c'était un homme d'extrême droite. Il a été aussi beaucoup admiré pour le fait qu'il avait des qualités littéraires importantes et notables et qu'il a quand même œuvré à transformer la littérature française, à ajouter un apport conséquent et influencer plusieurs écrivains, plusieurs auteurs, pas qu'en France d'ailleurs. Moi, ce que j'ai envie de dire sur la question de l'extrême droite, c'est que quand même, Barès n'a pas connu le nazisme. Il n'a pas, il a pas vu finalement où est-ce que, ce qu'a pu donner en fait ce terreau d'antisémitisme, ce qu'il a pu donner à partir de 1933 et jusqu'en 1945. Et il ne faut pas oublier quand même que la, la gauche française, la gauche espagnole, la gauche allemande, elles ont été quand même, après 1945, structurées par l'antifascisme. Donc, après, je comprends ta question. Je comprends qu'il y a une volonté d'user peut-être à, peut-être à outrance de ce côté front républicain, alors qu'on voit que ceux finalement qui appelaient à faire barrage et qui se disaient des remparts n'ont fait qu'augmenter les scores de l'extrême droite. Depuis le barrage de 2002, Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, on voit que l'extrême droite ne fait que progresser, que progresser, que progresser. Même encore une fois, Emmanuel Macron, en 2017, disait vouloir faire reculer le score de l'extrême droite. Il avait gagné face à Marine Le Pen et les scores n'en fait qu'encore une fois qu'augmenter. Oui. J'ai envie de te dire que c'est le principe d'un barrage. Quand il y a une rivière qui passe, si on pose un barrage, le niveau ne fait que monter. Je laisse Ah, ma plaisanterie, je te là, laisse continuer. c'est plus un barrage, c'est un marchepied presque, presque un trampoline pour l'extrême droite. Parce que je pense que ce qu'on devrait se demander sur la question de, de la lutte contre l'extrême droite, c'est que c'est le fruit aussi d'un contexte et de politique depuis un certain nombre d'années qui finalement ont favorisé à la fois un terreau fertile pour les idées d'extrême droite et aussi une désespérance de la part d'un grand nombre de catégories sociales dans la population, une désespérance au fait que les politiques ne changent pas en dépit des alternances.
Justement, tu as parlé tout à l'heure que Léon Blum était du SFIO, c'était l'International des ouvriers. Oui, Et aujourd'hui, les ouvriers, on ne les voit plus voter justement pour ces partis de gauche. Euh, c'est peut-être parce que ces partis de gauche ne sont plus à faire des programmes euh, pour eux. Et le meilleur programme social, ça sera toujours le plein emploi. il y a depuis, c'est une question qui est étudiée depuis longtemps, la question de l'éloignement de ces structures de gauche euh, fondées euh, autour du mouvement ouvrier, et ou même par le mouvement ouvrier, et qui, au fil du temps, ont dérivé. Bon, il y a des historiens qui ont clairement travaillé sur la question du parti socialiste, dont l'abandon en fait des idées socialistes et marxistes date quand même d'un certain nombre d'années, mais aussi par exemple du Parti communiste, un éloignement des bases, euh, de ces bases des milieux ouvriers, des milieux du monde du travail, à la fois idéologique et à la fois au niveau sociologique, hein. Il y a beaucoup moins de représentation ouvrière dans ces partis. Alors que, par exemple, sous la Ve République, la majorité en fait des députés qui étaient ouvriers, et ils étaient issus du Parti communiste, Hmm. à plus de 70%. Ouais. Bon, aujourd'hui, on peut chercher les ouvriers même dans toute l'Assemblée nationale. Et Non, il y en a pas. il y a une sous-représentation ouvrière claire, Et une surreprésentation des des cadres fonctionnaires, supérieurs. Et des cadres fonctionnaires supérieurs. surtout, surtout fonctionnaires. Euh, Autre différence justement dans les choses qui inquiètent et qui font peur, c'est que, comme tu l'as dit, Léon Blum, lui, a eu à souffrir toute sa carrière des propos antisémites, issus, comme tu l'as précisé, de la droite nationaliste. Mais cette année, ce qu'on a pu voir, c'est plutôt dans les rangs de la NUPES que sont venus les propos de cette nature. Alors aujourd'hui, quand on aborde la question de l'antisémitisme à gauche, il est toujours lié à la question d'Israël. Et on l'a vu, hein, tout ce qui a pu être, tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être interprété, diffusé ces derniers temps, c'était lié au conflit israélo-palestinien. Je pense que ça demande de faire une certaine distinction entre la question de l'antisémitisme. Certains chercheurs parleront plutôt de judéophobie, parce que c'est plus précis, et de l'antisionisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut amalgamer une, l'antisémitisme, la haine des juifs, à une critique plus ou moins forte de la politique israélienne. Et on va dire que c'est là un peu tout le nœud du problème. Aujourd'hui, le gouvernement israélien, il a finalement assimilé son action et son existence aux juifs du monde entier. C'est assez nouveau, ce genre de discours. C'est un discours maintenant qui est officiel et qui est gouvernemental. Ça l'était pas forcément au début à la création d'Israël. Mais on va dire que maintenant, on a tendance quand même à définir l'antisémitisme comme plus que seulement des propos qui sont des propos de haine à l'égard des Juifs, mais aussi des propos contre Israël. Et c'est là en fait que cette définition s'élargit et elle pose problème à la fois en termes on va dire de liberté d'expression sur la critique qui peut être légitime du gouvernement d'Israël et le fait de ne pas assimiler cette critique aux Juifs. Et là, je pense qu'il y a encore, il y a encore, il y a des accords en tout cas chez les chercheurs sur ces notions, sur la distinction de ces deux notions, de antisionisme, dont beaucoup de juifs d'ailleurs sont antisionistes. Il y avait par exemple des manifestations, je me rappelle, qui étaient
pro-palestiniennes dans lesquelles il y avait des juifs ultra-orthodoxes qui participaient parce que pour eux, l'État d'Israël sera créé et doit être créé quand le Messie reviendra. Donc, antisionisme et la question de l'antisémitisme qui, elle, est différente. Et l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs. J'entends cette distinction d'historiens et de chercheurs, mais concrètement, dans la population française, euh, rester sur cette distinction, c'est jouer avec le feu. Parce Alors, que certains sachants puissent manier les mots et faire une distinction, je l'entends, mais dans la parole publique, euh, avec les populations que nous avons en France, euh, il y a des mots qui sont trop collés pour pouvoir être séparés clairement, et les conséquences, on les voit directement en suivant dans la rue. alors, on a raison en tout cas de dire que l'antisémitisme est toujours présent en France. On a une augmentation du nombre d'actes antisémites, de haine des Juifs, qui fluctue aussi pas mal en fonction quand même de ce qui se passe au Proche-Orient. C'est pour ça que le fait d'avoir lié quand même les deux, c'est-à-dire les Juifs et Israël, ça a quand même aggloméré en fait la critique de l'État d'Israël aussi à une haine des Juifs. Mais on a évidemment quand même des préjugés à l'égard des personnes juives qui restent fortes en France. Les derniers sondages, par exemple, disaient que entre un quart et un tiers des Français pensaient que les Juifs avaient un rapport spécial à l'argent. Et ça a pu rester, par exemple, comme dans des affaires, je sais pas si tu te souviens de l'affaire Halimi, Ilan Halimi, donc un jeune juif de banlieue parisienne qui avait été torturé, enlevé, torturé, en vue en fait de lui extorquer de l'argent parce que le préjugé en fait des, euh, des meurtriers en fait c'était de dire ben, il est juif, il a de l'argent, sa famille a de l'argent. Et bah, en fait, malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, mais Hmm, c'est pour dire que c'est encore présent. Et je pense que la situation actuelle, en fait, dans le conflit au Proche-Orient, elle a un terreau fertile. Elle a clairement un terreau fertile en Europe et même aux États-Unis. Et hmm, qui vient dépasser, oui, qui vient dépasser le cadre qu'on avait pu croire peut-être circonscrit seulement à l'extrême droite, ou à une droite nationaliste qui existe toujours, hein. Il y a toujours une violence d'extrême droite vis-à-vis des Juifs, en Allemagne, en France, aux États-Unis, qui existe. Mais voilà, le terreau nouveau, c'est vrai que c'est cette question vis-à-vis d'Israël et du Proche-Orient euh, qui, euh, qui aussi explique cette montée de violence vis-à-vis des Juifs. hmm. Oui, donc on pourra comprendre justement que des électeurs soient refroidis à voter pour des partis qui s'associent ensemble avec des personnes qui justement participent à contribuer à cet amalgame. Euh, A contrario, j'ai été énormément touché cette semaine, je t'ai envoyé la vidéo, hein, par un court message, mais percutant, que d'ailleurs je vais vous mettre en description de cet entretien. C'est Yuval. Yuval est israélien, il est juif, il est messianique, donc il croit que Jésus que Yeshua est son sauveur. Et puis, dans le cadre de la fête de Shavuot, voulait rappeler que même ceux qui soutiennent des causes opposées à la... Je reprends. Cet homme, il est hallucinant. Donc, il est juif en Israël. Et il dit que les chrétiens qui n'ont pas compris de la même façon que lui le rôle d'Israël, qui n'ont pas compris que Dieu avait quelque chose à faire avec Israël aujourd'hui, contrairement à ce qu'il pense lui, eh bien, ces chrétiens-là, ils avaient quand même l'Esprit de Dieu qui leur avait été donné et qu'ils étaient des frères pour lui. Il va même plus loin, il dit que les chrétiens qui diraient que le Hamas a raison, donc qui diraient que lui n'a plus sa place en Israël, qu'il devrait quitter la terre d'Israël, eh bien, ces chrétiens sont quand même des frères pour lui. Et quand je vois à quelle vitesse on est prompt à s'invectiver entre chrétiens, quand on n'a pas les mêmes idées politiques, quand on n'a pas les mêmes idées sociétales, quand on n'a pas les mêmes, euh, oui, quand on n'a pas les mêmes positions, voire un, un,
un chrétien israélien dire, celui qui croit, qui adhère aux thèses qui disent que j'ai plus ma place en Israël, eh ben, ceux-là sont quand même mes frères. Je crois que cet homme a compris une profondeur de Christ qu'on devrait, qu'on devrait percevoir, toucher et incarner nous aussi. C'est fort, c'est fort. Euh, si lui est, si lui est capable d'accepter comme son frère celui qui, bien que partageant la même foi que lui, pense dans le même temps que les Juifs n'ont pas leur place en Israël, est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que nous, on pourrait, dans cette période particulière que nous vivons, ne pas oublier que on s'adresse à un autre chrétien qui n'a pas les mêmes opinions politiques que nous, peut-être, mais que nous parlons toujours à un frère. Est-ce que toi, qui es de la gauche radicale, tu es capable d'accepter ton frère qui vote au Rassemblement national? Et est-ce que toi, qui es de la droite radicale, tu es capable d'accueillir comme un frère celui qui va voter la France insoumise? Je vous laisse cette question en suspens et je pense qu'il est quand même important que vous puissiez y répondre chacun derrière votre écran. Bon, pour revenir à notre sujet, même si on n'en est pas sorti. Alors, je l'ai abordé rapidement avec Christelle, mais l'une des choses qui fait peur à certains auditeurs, c'est la réaction de la rue. Que penses-tu, en tant que prof d'histoire, de cette schizophrénie qui veut que la République française puisse en même temps présenter comme des héros des hommes qui ont renversé par la violence l'ordre aristocratique et ou qui parlent avec romantisme de mai 68, mais qui voudraient pas, et puis a raison, que ça se reproduise aujourd'hui. Ce côté où on nous montre des modèles, on nous le présente comme des modèles, mais en même temps, il ne faut pas le faire. Derrière cette phrase, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain, une certaine vision de la société qui peut être assez élitiste, au sens où les gouvernements, les gouvernants peuvent avoir peur de la rue. Ils peuvent avoir peur de la rue pour plusieurs raisons. Une, c'est que ils savent qu'ils ne représentent pas le peuple qui les a élus. Le deuxième, euh, la deuxième raison, ça pourrait être que ils ne laissent pas décider le peuple. Ils outrepassent, euh, ils outrepassent en fait les choix du peuple qui ont pu être pris démocratiquement, hein. Je pense par exemple à un exemple un peu tarte à la crème, hein. Mais l'exemple du référendum de 2005, par exemple, sur la Constitution européenne, les Français ont voté non. Le gouvernement en 2007 français décide en fait de signer et de faire comme si les Français avaient dit oui. Alors c'est vrai qu'il y a, et ça paraît presque finalement, ça sonne faux, ça paraît presque hypocrite, c'est-à-dire de commémorer des événements de l'histoire de France, hein, de l'histoire, mais notamment de l'histoire de la République, qui est née, oui, qui est née dans la violence, hein. Il y a eu une guerre civile, une guerre même internationale avec des pays européens qui sont intervenus, de commémorer ce genre d'événements, tout en finalement, oui, en aseptisant les choses et en en posant en posant le caractère violent de ces événements comme un problème et quelque chose à ne pas réitérer. Ça pose problème, je pense, vraiment, parce que, par exemple, quand on commémore la résistance, je suis désolé, on ne peut pas appeler à résister sans une certaine violence, dans certains cas. La France de Vichy, c'est ça. Je rappelle, hein, quand même que les, les gens qu'on commémore, les résistants, beaucoup en fait ont été considérés comme des terroristes, euh, etc. Donc des criminels en fait. Donc je dirais qu'il faut faire attention parce qu'on peut avoir vraiment tendance à muséifier notre histoire, à la rendre finalement immobile, statique,
et où en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une demande de changement. Je pense que tu seras d'accord avec moi, David, une demande forte de changement, hein. Mais c'est comme si après, il fallait qu'il y ait aucun sacrifice. Je te prends un exemple. Je vais pas parler forcément de violence politique, hein, parce que la rue, c'est aussi juste des manifestations pacifiques, hein. C'est pas forcément quelque chose de violent, hein. Ça a pu l'être, hein. Par exemple, on a vu des épisodes avec les Gilets jaunes où il y a eu quand même une certaine violence, mais au départ, c'était quand même très pacifique. Mais je te prends un exemple. Euh, les gens demandent par exemple euh, d'être mieux payés. Bon, ok. On leur propose par exemple d'augmenter les salaires, mais il va falloir aussi augmenter peut-être les cotisations, ça va peut-être coûter un peu plus cher aussi aux employeurs. Et là, du coup, par exemple, on va dire, ah ben non, 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 on n'est pas pour ça, donc bon, ben finalement, on fait rien en fait. Si tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le système politique, il y a beaucoup trop de blocages. Tu peux pas contrôler ta monnaie parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui en fait émet l'euro et fait la politique monétaire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire non aux accords de libre-échange avec le Canada, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Mercosur, l'Amérique du Sud. Tu ne peux pas parce que ben, ce n'est pas dans les compétences françaises. Si tu veux, on a beaucoup trop de panneaux sans interdit. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a il y a vraiment une réelle demande de changement, et avec même certaines idées radicales, pas au sens négatif, hein, mais radicales, c'est-à-dire qui vont à la racine d'un problème. Mais derrière, il y a comme un sentiment de ne pas vouloir en assumer le coût, tu vois. Hmm, Et, et je pense que c'est ça un peu, l'ambiguïté, le paradoxe de notre époque. hmm. D'où un peu ce que tu me poses, hein, comme c'est pas forcément des questions, mais beaucoup d'opinions d'opinions, de sentiments, de peur par rapport bon, à LFI par exemple ou au RN, de peur en fait que où ça change trop, où ça dérape, etc. Il y a vraiment, je pense qu'on peut vraiment se poser la question du prix du changement. Qu'est-ce que c'est réellement un changement? Où est-ce que ça nous amène et qu'est-ce que ça nous coûterait Hmm. personnellement? Tu parles du prix du changement, tu parles aussi de l'ambiguïté et de la difficulté de transformer le fonctionnement d'un pays. Justement, on y est totalement dans l'ambiguïté dans le programme de ce nouveau front populaire vis-à-vis, comme tu viens de parler de la BCE, tu parles par rapport à l'Europe. On a des propositions qui sont totalement antinomiques. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et je reviens un peu à ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que ces ambiguïtés sont le fruit finalement de cet attelage hétéroclite, de sensibilités différentes, de programmes différents, d'orientations différentes. Je vais juste par exemple vous prendre un exemple, hein. Donc il y a plusieurs mesures dans ce programme du nouveau Front populaire qui reprennent des mesures de la NUPES, qui sont plutôt des mesures qu'avaient portées ou Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel à l'élection présidentielle, qui sont encore dans ce programme du nouveau Front populaire, mais qui sont systématiquement assez contrebalancées par une autre proposition qui finalement l'annihile. Je m'explique. Par exemple, le programme du nouveau Front populaire stipule que la France ne respectera pas les engagements de Maastricht, c'est-à-dire la question d'un déficit public à maximum 3% du PIB, et en gros, en fait, un contrôle sur les finances publiques, une maîtrise des finances publiques, donc des politiques plutôt d'austérité. Donc il y a ce postulat, mais il y a un autre postulat dans le programme, c'est le gouvernement du nouveau Front populaire ne s'opposera pas à la construction européenne, va soutenir la construction européenne et les règles européennes. Ça a été, c'est une proposition qui a été une sorte d'ultimatum qui a été posé par Raphaël Glucksmann, qui était tête de liste du Parti socialiste et de Place publique aux européennes, pour être un fervent soutien d'une Europe plutôt fédérale d'ailleurs, et donc qui a posé ça comme condition
pour cette union de la gauche. Et donc on voit que là, il y a réellement une contradiction. Il y a réellement une contradiction. Donc soit ils vont choisir entre le fait de désobéir au traité européen pour pour mettre en œuvre leur politique économique, qui comporte beaucoup de dépenses publiques, soit ils vont faire le choix de privilégier la construction européenne et l'appartenance de la France à l'Union européenne, et donc faire l'impasse, je crois, sur la majorité de leurs promesses au niveau économique. Hmm. Oui, la difficulté en fait pour cette alliance hétérodoxe sera de rassurer les électeurs centristes. Parce que même si l'alliance qu'ils forment aujourd'hui va les placer au second tour dans un grand nombre de circonscriptions, leur radicalité, notamment la radicalité de la France insoumise ces derniers mois, pourrait refroidir nombre d'électeurs. Et alors des électeurs qui ne seront pas forcément prêts pour aller voter pour le rassemblement entre LR et RN, mais au moins assez refroidis pour rester à la maison, il me semble. Alors, là, on revient finalement à la question du mode de scrutin. Le scrutin à deux tours favorise évidemment en fait les coalitions qui ratissent large, j'ai envie de dire. Donc, dès que une certaine coalition présente un parti qui fait figure finalement d'épouvantail pour un certain nombre d'électeurs, passer la barre du second tour va être compliqué. Dans cette alliance de la gauche, les candidatures qui seront socialistes, par exemple, écologistes, rassembleront assez large, de façon assez large, sans trop de difficultés finalement. Les candidatures plus radicales poseront un peu plus de problèmes. Ça dépendra des circonscriptions évidemment, hein, parce que les législatives, c'est pas national, c'est quand même, c'est chaque fois sur un niveau circonscrit, localement. Ça posera peut-être plus de soucis. Mais je crois que ça, il y a quand même une question de représentativité au niveau des idées qui va être biaisée finalement. Parce que le scrutin à deux tours favorise quand même euh, tout le spectre centriste, on va dire. Du centre gauche ou de la gauche modérée au centre droit, à la droite modérée. Et surreprésente ces idées finalement dans l'Assemblée nationale. Alors que dans le corps électoral, on voit que c'est quand même beaucoup plus faible. Je vais poursuivre en développant un autre point, c'est que tout à l'heure, je te parlais de cette question finalement du prix du changement. Aux États-Unis, quand il y a eu les primaires démocrates en 2020, je te prends un exemple américain, je vais me décentrer de l'exemple français si tu me le permets. Oui, bien Euh, sûr. donc on avait Bernie Sanders, donc, qui était candidat, bon, qui se proclamait aux États-Unis socialiste. On va dire que c'était un social-démocrate à l'européenne, quoi. Mais pour les États-Unis, oui, c'est vrai que c'était quand même, c'était assez à gauche. Donc il s'est présenté en 2020, il avait quand même failli rafler l'investiture démocrate en 2016 et il avait obtenu de très bons scores, ça avait été une réelle surprise. En 2020, il réitère aussi de très gros scores et finalement, il est battu par Joe Biden. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans la dynamique, dans la dynamique de campagne de Joe Biden, c'est vraiment cette volonté finalement de rassurer les électeurs en ne proposant finalement de ne pas changer grand-chose. Il avait justement dit devant des donateurs de son parti, avec moi, rien ne changera fondamentalement. C'est un petit peu ce qu'avait fait Macron pour, euh, Exactement. pour, pour Hollande. Quand Hollande disait mon ennemi, c'est la finance, Macron, au même moment, était en train de s'adresser en coulisses aux autres pour leur dire, vous inquiétez pas, on fera rien.
Exactement. Il y a comme, c'est comme si en fait aujourd'hui le besoin de changement, il ne peut être que au niveau du discours, de la posture, de la forme, mais ne se traduira jamais finalement dans les faits, dans le concret, dans la vie. Et ça traduit, je pense, un certain immobilisme finalement, un certain immobilisme à la fois finalement au niveau des idées, bon, aussi du personnel politique qui, moi, je pense, est quand même problématique. Parce que je comprends qu'on puisse être, je comprends qu'on puisse être effrayé par certains personnages politiques, certains de leurs discours, de leurs postures. En revanche, je pense que finalement, s'enfermer dans les mêmes recettes en croyant que les résultats vont changer, c'est aller dans un mur, finalement. Et je voudrais terminer avec l'usage qui peut être fait dans les médias du mot populisme. Chez les chercheurs, en réalité, les chercheurs sérieux, donc pas ceux qui sont tellement dans les médias finalement, le mot populisme, il est à prendre avec des gants, parce qu'on y met en fait un peu tout dedans. Un peu tout ce qui, un peu toutes les idées en fait qui sont hétérodoxes, ou qui vont aller à l'encontre de, de l'ordre établi, du système économique actuel. Et je pense que dans notre démocratie, ça serait quand même bien d'avoir une sorte de- d'aération au niveau des idées pour poser les choses, euh, expliquer mieux expliquer les enjeux et mieux expliquer en fait ce qui peut être possible de faire et comment on peut le faire. Et malheureusement, aujourd'hui, je crois il y a pas beaucoup finalement de politiciens qui sont assez calmes et assez rassurants, mais qui ont des idées qui partent dans le côté, qui sont hétérodoxes, qui ne sont pas, on va dire, communément admises. Hmm. Tout ça nous amène, pourrait nous amener à des sujets, des discussions qu'on n'ouvrira pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait, à l'occasion, pourquoi pas commencer à réfléchir de... En fait, on voit qu'on est actuellement dans une vraie crise démocratique. On voit que notre système n'est pas modulable, modifiable, transformable. Euh, Comment faire pour le transformer sans être obligé de passer par la case KO? Est-ce que c'est possible de le transformer sans passer par la case KO? C'est plein de questions philosophiques et politiques qu'on pourrait aborder un de ces jours. En attendant, je ne sais pas si nos discussions, vous êtes beaucoup à choisir pour les législatives qui arrivent. Moi, pour vous dire clairement, je ne savais pas pour qui j'allais voter tant que j'ai pas vu la liste des candidats. Et puis quand j'ai vu la liste des candidats, eh bien, quand j'ai vu les personnes, parce qu'on vote pour des idées, mais on vote aussi pour des personnes, eh bien tout d'un coup, le choix était simple, était clair. Je ne sais pas quel impact ça aura au niveau national, mais ça y est, je sais pour qui je vais voter et je ne vais pas voter pour un parti ou je vais voter pour une personne. Je ne sais pas si vous pourrez faire pareil. J'imagine que certains feront la même chose. D'autres, par principe, voteront pour un parti. Euh, c'est à chacun de voir ce qui est le mieux dans les circonstances qui viennent. Mais le message principal de ce soir, je crois que c'était le message de Yuval. Le message qui dit, qui nous invite à ne pas oublier que les gens qui ne se pensent pas comme nous euh, s'ils sont aussi croyants comme nous, des frères. Et s'ils ne sont pas croyants, ils en sont quand même des humains. Et puis, je discutais avec les ados de mon assemblée dimanche, et puis on se rappelait que euh, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Et toutes ces personnes qui pensent pas comme nous, qui pensent le contraire de nous, font partie de ce monde. Et on ne doit pas oublier que Jésus a donné sa vie pour eux aussi. Et donc, ils ont du poids et de l'importance. Et on voit que chaque fois, les extrêmes, quand le plus gros, quel que soit l'extrémisme, quel que soit le totalitarisme qui se met en place, euh, sa ligne, c'est de perdre la nature humaine de la personne.
Au début, le totalitarisme commence par traiter tout le monde comme des enfants, ne pas respecter les gens comme des adultes. Et puis après, le totalitarisme va plus loin en oubliant que ce sont des humains. Et quand on oublie qu'en face de nous, on a un homme, on a une femme, c'est à ce moment-là qu'on commence à pouvoir la détester assez pour pouvoir aller jusqu'au meurtre. C'est exactement ce que nous dit Jésus quand il dit que celui qui traite son frère de fou est déjà un meurtrier. Parce qu'il est déjà sur la pente où il oublie l'humanité de la personne en face. Et ce qui m'attriste le plus sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est pas que chacun puisse voter pour l'un ou pour l'autre, c'est que j'ai- on a tendance à oublier que derrière les mots, il y a des humains et parfois même des frères. Voilà, c'était un petit peu le message principal, je crois, aujourd'hui. Un petit peu d'appel au calme, d'appel à la modération et d'appel aussi à ne pas oublier qu'en face, nous avons des frères et des humains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Certainement qu'on fera encore quelques entretiens d'ici la fin. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore quel sujet. C'est une période très compliquée. Si vous avez des envies, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour qu'on puisse voir si on peut répondre à ces besoins et ces envies. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas ça. En face, nous avons des humains. À bientôt.